The City of Montreal held an executive council meeting during which they discussed the redevelopment of parking lots at Rosemont-La Petite Patrie. The parking lots will be transformed into long-term mobility hubs for citizens. Mayor Valérie Plante discussed the issue of homelessness in Montreal. The City of Montreal held an executive council meeting during which they discussed the redevelopment of parking lots at Rosemont-La Petite Patrie. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 31 mai 2023 par une très belle journée qui s'annonce très chaude. Voilà, alors je veux d'abord souhaiter bien entendu, comme d'habitude, la bienvenue à l'ensemble de mes collègues qui sont avec moi ici à la salle Peter McGill, ainsi que ceux qui sont avec nous de façon virtuelle. Je veux également souhaiter la bienvenue au directeur général qui est avec nous et avec toute l'équipe de direction qui est avec nous de façon virtuelle, ainsi qu'au greffier et à l'équipe du greffe. Sans plus tarder, on a un ordre du jour imposant aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je passerai la parole à Madame Sophie Mauserol pour qu'elle puisse nous présenter, responsable de la mobilité durable, pour qu'elle puisse nous présenter les éléments de la présentation publique de ce matin. Madame Mauserol. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Bonjour à tous et à toutes, chers collègues. Je suis très contente et très fière ce matin de vous présenter M. Laurent Chevreau, qui est le directeur de l'Agence de mobilité durable de la Ville de Montréal. Pour rappel, l'Agence de mobilité, en fait, c'est une paramunicipale dont le rôle est vraiment de développer une expertise liée à la gestion de la bordure de rue, des stationnements hors rue, et tout ça dans une perspective toujours de favoriser la mobilité durable et de concourir à un meilleur partage de l'espace public pour les différents usagers de la chaussée. Et ce matin, Laurent est avec nous et va nous présenter un projet dont on est très fiers, qui est un premier pôle de mobilité. Donc, je vais lui laisser le présenter. C'est un projet qui va avoir lieu cet été dans Masson. Mais je tiens à préciser à mes collègues que nous avons la ferme intention de poursuivre le développement de ce type de projet-là un peu partout sur le territoire. Donc, sans plus tarder, Laurent, je te cède la parole pour nous présenter un peu le projet de pôle de mobilité de cet été. Merci. Merci Sophie, Madame la Présidente, membre du comité exécutif. Donc, j'ai bien entendu l'imposante taille de votre ordre du jour. Je vais essayer d'être le plus efficace possible pour vous laisser le temps de débattre par la suite. Donc, le pôle de mobilité Masson, comme le disait Madame Mauserol, en fait, c'est une réalisation qui déroule directement des grandes orientations municipales. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui vont dans ce sens-là. Le plan stratégique Montréal 2030, projet de ville, plan climat, la stratégie d'électrification et transport, la politique de stationnement. Et la ville de Montréal a demandé à l'Agence de mobilité durable d'aménager ces stationnements en rue avec un objectif d'éco-responsabilité et en même temps en les transformant en pôle de mobilité durable. Donc, nous, à l'agence, on a souhaité faire un premier projet qui se veut exemplaire on a choisi 3 terrains de stationnement de la rue Masson pour les regrouper et en faire un pôle de mobilité durable. Donc, c'est dans l'arrondissement de Rosemont-La Petite Patrie. Et en même temps, on souhaite aussi aller chercher l'attestation en stationnement éco-responsable du Conseil régional de l'environnement de Montréal. Donc, qu'est-ce que c'est un pôle de mobilité durable? C'est un lieu qui est attractif. Donc, on souhaite que ça soit vraiment un endroit où les gens aient envie d'aller, qu'il soit confortable. Donc, on veut le traiter avec une réelle qualité de service, sécuritaire évidemment. Et l'objectif, c'est de concentrer différents services de mobilité durable, des services connexes de mobilité et des services d'information et d'orientation. C'est un espace qui s'intègre dans le quartier. Et puis à la vie quotidienne des citoyens. Donc, il y a 2 grandes composantes. Il y a tout un volet mobilité. Donc, c'est un endroit où on va retrouver différents services de mobilité durable au même endroit. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça peut permettre facilement une intermodalité. Le fait de l'orienter autour d'un stationnement tarifé, ça nous permet aussi de pouvoir montrer aux automobilistes d'autres options qui seraient à leur disposition. Et on souhaite qu'on ait également différents éléments d'information sur la mobilité qui soient présents dans le pôle de mobilité.
C'est aussi un volet social. On veut que ça soit un espace qui soit utilisé pour les citoyens. Il est construit pour les citoyens. Donc, il y a toute une expérience qu'on s'attend d'avoir dans l'utilisation de ces pôles de mobilité. On veut que ce soit un lieu qui soit attrayant. On veut que ce soit facile d'accès. On pense que ça peut être un bel endroit pour socialiser aussi dans le quartier et fournir de l'information sur le secteur. Donc, pour le pôle de mobilité maçon, c'est un pôle qui va contenir une grosse trentaine de places de stationnement court terme, des espaces pour les permis de stationnement, également différentes fonctions. Donc, on l'a souhaité très verdi. Donc, on veut vraiment qu'il y ait une qualité paysagère élevée, puis de limiter les îlots de chaleur. Donc, d'arriver vraiment avec un lieu qui rehausse l'expérience des citoyens dans le quartier. Alors qu'habituellement, le stationnement, c'est plutôt perçu comme le contraire. On pense qu'on est capable de venir accompagner ça. On a ajouté plus de 75 arbres, donc de différents types, nombreux arbustes, un hôtel d'insectes, des plantes vivaces. On a aussi travaillé le sol pour qu'il y ait une meilleure gestion des eaux pluviales. Donc, il y a des bassins pour l'infiltration. Il y a un pavé perméable également qui permet de récupérer l'eau pluviale. On a évidemment énormément travaillé le volet mobilité durable. Donc, on a 14 espaces qui sont réservés pour communautaux dans un endroit où il y a un grand besoin. On a 6 bornes de recharge électrique aussi qui doivent permettre vraiment d'accompagner l'électrification du transport. On va fournir un support à vélo couvert pour permettre d'accueillir 12 vélos. On a même 2 stations de réparation de vélos qui sont réparties à différents endroits sur le pôle de mobilité. Et évidemment, avec un objectif d'accessibilité universelle, donc on a essayé de traiter l'espace pour qu'il soit accessible le mieux possible. On a 2 places pour les personnes à mobilité réduite qui sont réservées. Et on a aussi 2 placotoirs qui vont être des espaces de socialisation sur le site. Donc très rapidement, à quoi ça va ressembler, on espère que ça va ressembler. Aujourd'hui, c'est quand même un espace qui est très minéral, qui est aussi vraiment orienté usage de l'auto solo pour une grande partie. On souhaite donc le retravailler, vraiment lui donner une qualité paysagère beaucoup plus grande, diminuer l'empreinte au sol du volet qui n'est pas végétal, du volet minéral. On souhaite également qu'il y ait vraiment un grand espace qui soit consacré à la recharge électrique. Donc, c'est ce qu'on voit sur cette photo-là, d'un côté, on a l'autopartage, et de l'autre côté, on a les bornes de recharge. Donc, on est vraiment dans favoriser la mobilité durable à travers cet espace-là. Et également, on veut qu'il soit le plus convivial possible. Donc, on voit ici le placotoir, un des 2 placotoirs qui est à l'entrée, le support à vélo couvert. On voit aussi qu'actuellement, les 3 stationnements sont 3 petits stationnements reliés par une ruelle qui permet de traverser d'un bout à l'autre. Il y a parfois des enjeux de sécurité et de vitesse sur le stationnement. On est venu la couper. Donc, c'est 3 îlots qui sont séparés, qui ne peuvent pas être traversés en voiture, ce qui permet d'améliorer aussi la sécurité, puis de favoriser l'accès aux différentes ruelles. Donc, pour nous assurer que ce projet soit vraiment bien perçu par les citoyens et qu'on lui donne toute sa valeur, on a travaillé sur différentes stratégies de communication. Donc, on a déjà réalisé un message à tous les détenteurs de permis. On a fait de l'affichage d'abord de terrain. On a distribué un accroche-porte qu'on a mis aux résidences et aux commerces du quartier. On a travaillé aussi avec le groupe Maçon Village. On a mis tout l'affichage autour du chantier avec différents panneaux qui expliquent pourquoi est-ce qu'on fait ça. On a aussi évidemment une foire aux questions qui est disponible sur notre site internet. Et on a sur le site internet de l'agence une page qui est consacrée au projet, qui explique le projet des pôles de mobilité, le projet de maçon. On va avoir une vidéo aussi promotionnelle qui va permettre de mettre en valeur les travaux. Et on va travailler aussi à faire des publications sur les réseaux sociaux tout au long de la réalisation du projet jusqu'à l'inauguration. Donc, c'est des travaux qui vont s'étendre de mai à octobre. Donc, le début des travaux, la mobilisation est imminente. On va s'assurer de ne jamais fermer plus de 2 terrains en même temps. Comme ça, on va garder un des terrains pour les détenteurs de permis, qui fait qu'ils ne seront pas pénalisés. Donc, ça ferait le tour pour ma présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci, M. Chevreau. Alors, je ne sais pas si j'ai des collègues qui ont des questions. Oui, Marianne Giguère. Merci beaucoup pour cette présentation-là. C'est prometteur, c'est intéressant. Par contre, il y a peut-être quelque chose qui mériterait qu'on y réfléchisse, là, qui soit peut-être intégré. Il y a une très forte demande, en fait, pour des stationnements sécurisés pour les vélos. Les gens, de plus en plus, ont des
beaux vélos, des vélos cargo, des vélos... T'allumes ton micro. Là. J'allume mon Oui, micro. oui, c'est bon. Non, c'est bon. C'est bon? Non, allume-le. Excuse-moi. Excusez, allô? Bon, alors je disais que dans un pôle de mobilité durable, je pense qu'il faudrait vraiment réfléchir pour ajouter des stationnements sécurisés pour les vélos. Comme je disais, il y a de plus en plus de gens qui ont des beaux vélos, des vélos qui valent cher, mais qui sont très lourds. Donc, n'importe qui n'habite pas au rez-de-chaussée, qui n'a pas une cour, c'est vraiment un facteur limitatif pour avoir un vélo cargo ou un vélo long tail pour pouvoir amener ses enfants ou pour toutes sortes d'autres raisons. Les vélos à assistance électrique aussi sont souvent plus lourds et plus chers. Et donc, la demande, c'est ça, pour qu'on puisse avoir des petits casiers qu'on peut louer, comme on peut louer un espace de stationnement à l'année ou au mois. Il faut vraiment qu'on intègre ça, nous, dans notre offre comme ville ou comme arrondissement. Et là, il n'y en a pas. Je ne sais pas si on pourrait penser à l'ajouter. En revanche, il y a plusieurs places pour charger des voitures électriques, puis ça continue à être beaucoup d'espace qui est alloué à la mobilité privée, à l'auto solo, aussi électrique soit-elle. C'est vraiment pas sans conséquence. Et donc, peut-être qu'il y aurait un rebalancement à faire de ce côté-là, puis à aller mettre des stationnements sécurisés, louables à l'année. Madame Mosrol. Oui, merci beaucoup, Mme Giguère, pour la proposition. Il faut savoir, en fait, que c'est un premier pôle de mobilité parmi plusieurs. Et je tiens à rassurer mes collègues à l'effet que l'agence est très proactive à innover. On est au premier pôle, mais il y a aussi une volonté, effectivement, de venir diversifier l'offre. Les équipes travaillent d'ailleurs à possiblement offrir des projets de logistique urbaine, donc même des casiers pour la livraison. Donc, on est encore en développement de ce projet-là. On est bien content de ce premier pôle cette année. On pourra en voir fleurir, je me permets de le dire, parce qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits au niveau du divertissement, mais donc des pôles de mobilité qui pourront fleurir un peu partout autour de la ville avec une diversification de plus en plus importante des services, toujours dans une perspective, évidemment, d'offrir un accès à l'ensemble des usagers de la route, mais en favorisant, évidemment, la mobilité durable. Donc, je vais peut-être laisser M. Chevreau compléter, mais soyez rassurés qu'on en est au tout début de ces projets très porteurs, puis qu'on aura l'occasion de continuer et de poursuivre la diversification de l'offre, même en matière de livraison, éventuellement de colis, entre autres, mais évidemment aussi pour favoriser la mobilité au niveau des vélos. Merci. Monsieur Chevreau. Merci. Effectivement, c'est un sujet qui est très important pour nous. On est en train de le regarder. On a fait un balisage international sur différents types de stationnements sécurisés vélo. Donc, dans les futurs pôles de mobilité, puis peut-être dans une autre version de celui-là aussi, parce que, comme disait Mme Mosrol, c'est un premier. Ça n'empêche pas de le faire évoluer. On intégrera très certainement des stationnements sécurisés pour les vélos, tout ce qui est logistique urbaine aussi. On a des discussions également avec Bixi pour les stations de recharge électrique de Bixi. Là, on est encore en discussion avec eux pour savoir s'ils préfèrent l'avoir sur la rue ou dans le pôle de mobilité, mais ça va faire partie des éléments qu'on va réfléchir. Et effectivement, la logique derrière, c'est vraiment d'aller chercher une façon de donner plus d'espace au mode durable. Donc, il y a effectivement le volet électrification qui reste de la voiture, mais qui est déjà un premier pas. Mais tous les autres modes, on va vraiment essayer de trouver les meilleurs moyens pour les mettre en valeur. Et la façon de les concentrer aussi sur ces espaces-là va faciliter la vie pour les citoyens qui voudraient passer d'un à l'autre. Donc, c'est bien noté. Et puis, rassurez-vous, on est vraiment en train de travailler dessus déjà sur les stationnements sécurisés. Merci beaucoup, M. Chevreau. Est-ce que j'ai d'autres collègues qui ont des commentaires? Bien, écoutez, je pense qu'il s'agit d'un projet très porteur et vous me permettrez d'être un petit peu chauvine et de dire que je suis très heureuse que ça se passe dans notre arrondissement, qui a été précurseur d'ailleurs sur plusieurs questions de mobilité. Donc, merci beaucoup pour votre présentation succincte mais intéressante. Et on espère que les citoyens vont participer en grand nombre à ce nouveau type de stationnement et d'espace. Merci. Et donc, nous en serions au moment de la chronique de Madame la mairesse. Madame Plante. Bonjour, chers collègues. Content d'être avec vous ce matin.
Quelques petites nouvelles en vrac. Tout d'abord, on annonce aujourd'hui, là, on a une belle annonce à vous partager concernant la langue française. Vous le savez, c'est important pour nous à la Ville de Montréal de faire rayonner la métropole francophone des Amériques et aussi de s'assurer, et ça passe par plein d'éléments, bien sûr, via nos différentes installations, bibliothèques, maisons de la culture et autres, mais aussi via l'exemplarité, c'est-à-dire s'assurer que nos processus et la façon dont on fait rayonner la langue française sont exemplaires. Et nous avons une nouvelle commissaire à la langue française qui s'appelle Mme Noémie Dansereau-Lavoie, qui se joint à l'équipe de la Ville de Montréal. Elle a vraiment une très belle feuille de route. Elle a travaillé au gouvernement du Québec sur le dossier de la langue française, au fédéral également, ainsi qu'au bureau du Québec à Barcelone et à Radio-Canada. Donc, je pense que ça va être fort intéressant parce qu'on sait que faire rayonner la langue française dans notre belle métropole, ça touche plein en fait, ça doit être transversal, bien sûr, à la Ville, mais au sein de toute la Ville également. Alors, on lui souhaite la bienvenue et on a bien hâte de travailler avec elle. Un autre élément dont je voulais vous parler, c'est la vague de chaleur. Je pense que on aime tous, on est content d'avoir du soleil là, après un long hiver, mais c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher d'y voir quand même des signes liés au changement climatique. Là, quand ça a une deuxième vague de chaleur au début, on n'est même pas encore en juin, on est à la veille de juin, mais quand même. Donc, c'est sûr que la Ville de Montréal, on se prépare en conséquence si on devait mettre en place le plan d'intervention qui s'appelle Chaleur extrême, qui est coordonné, bien sûr, avec le service des incendies de Montréal. Donc, bien sûr, je veux dire à la population que nous pourrons agir au besoin. Ce plan d'intervention-là, en général, là, c'est quand ça atteint certaines températures établies par le service des incendies et sur une certaine période, il y a certains critères, si je peux dire. Bien sûr, on fait preuve de flexibilité, mais l'idée, c'est d'aller faire de l'intervention, puis surtout d'aller voir les personnes les plus vulnérables dans des secteurs, entre autres, où il y a beaucoup d'îlots de chaleur. On n'en est pas là, mais soyez assurés que nous sommes prêts. Les pataugeoires, les jeux d'eau sont ouverts dans les arrondissements, donc n'hésitez pas à en profiter. Bien sûr, des lieux climatisés. Je le disais tantôt, je parlais des bibliothèques, maisons de la culture, mais ça, ce sont tous des lieux climatisés de la Ville de Montréal. Donc, s'il fait chaud, allez-y. Et pour ce qui est des piscines, c'est tôt dans l'année. Alors, certaines piscines sont ouvertes, d'autres ne le sont pas. Et on essaie, bien sûr, pour des raisons souvent liées à des ressources humaines, mais on essaie, bien sûr, d'être le plus accommodant. Mais je trouve que c'est un peu particulier dans la mesure où, à Montréal, mais même au Québec, on voit que les patinoires locales qui sont pas réfrigérées sont de plus en plus, on les utilise, la saison est de plus en plus courte, parce qu'il fait chaud en hiver, et là, on voit des vagues de chaleur qui commencent. On se rappellera, on en a une au mois d'avril, là, une deuxième au mois de mai. Donc, c'est préoccupant. Encore une fois, ceci étant dit, on veut bien sûr s'assurer de pouvoir donner des services. Oh, j'aurais tellement pris un verre d'eau à ce moment-ci, là. Ça se ferait peut-être me chercher un verre d'eau. Yay! J'ai soif, j'ai soif. Le dernier sujet, merci beaucoup, Mathis. Le dernier sujet dont je voulais vous parler, en est un qui me préoccupe beaucoup, mais je sais qu'il vous préoccupe énormément parce qu'on l'entend, entre autres, dans nos conseils municipaux. Merci, dans les conseils d'arrondissement. Puis moi, comme mairesse de Ville-Marie, on m'en parle souvent. C'est la question de l'itinérance. Ça fait du bien. Donc, l'itinérance, il y a beaucoup de gens qui sont préoccupés, des citoyens, des citoyennes qui vont nous dire il y a plus de gens dans les rues. Montréal, les Montréalais sont très inclusifs. Ils ont le cœur sur la main. Je veux dire, tout le monde souhaite que tout le monde soit en sécurité sur le territoire. Il n'est pas question de ça. Il y a beaucoup de tolérance et de compréhension. Mais force est d'admettre qu'il y a plus d'itinérance. Et ça, c'est un sujet que je porte depuis longtemps. Ma collègue Josefina Blanco également. Dans les refuges aussi, quand on parle avec eux, ils le notent que depuis la COVID, il y a vraiment une fragilité socio-économique plus importante dans nos rues. Et évidemment, à chaque belle saison, quand le beau temps arrive, oui, il y a plus de personnes aussi qui sont dans la rue. Ça, c'est ici à Montréal, mais c'est également dans d'autres villes. Mais vous le savez, nous, notre approche, c'est vraiment de souhaiter que tout le monde ait un toit au-dessus de sa tête. Et le constat que je fais, que l'on fait, c'est que s'il y a plus de monde dans la rue,
en situation d'itinérance, puis encore une fois, il y a plein de situations différentes. Hein. Il n'y a pas un type d'itinérant, c'est d'une complexité incroyable. Ça traverse les âges, ça traverse les ethnies, ça traverse les patterns. C'est très, très complexe. Mais ce qu'on remarque, c'est que nécessairement, s'il y a plus de monde dans la rue, c'est aussi, il y a beaucoup plus de monde qui ont de la misère à payer leur loyer, puis beaucoup plus de monde qui ne trouvent pas, puis qui se retrouvent dans des loyers qui sont non salubres. Alors, vous le savez, c'est notre cheval de bataille et c'est important pour moi de rappeler que la solution durable, que ce soit pour les personnes en situation d'itinérance qui sont sur le terrain du ministère des Transports du Québec, sous l'autoroute Ville-Marie, qu'on tente de reloger. Puis c'est pas nécessairement facile parce que oui, il peut y avoir différents enjeux de santé mentale, de toxicomanie, puis il va toujours y avoir des personnes qui ne souhaiteront pas aller dans un refuge. Mais on peut se poser la question, est-ce qu'un refuge, c'est ça, la solution? Puis pour nous, c'est non. Un refuge, ça devrait être temporaire, ça devrait être pour un moment, ça devrait être pour se remettre sur pied, ça devrait pour être dirigé vers quelque chose qui est sur du long terme, et ça, c'est le logement. Et à la veille du 1er juillet, ou bientôt la Ville de Montréal, avec le gouvernement du Québec, on va annoncer les mesures qui sont en place, parce qu'il y en a des mesures qui vont être mises en place. La Ville, on investit tout le temps énormément de ressources financières et physiques pour accompagner les personnes qui ne trouveront pas une maison, un toit, le 1er juillet. Et le gouvernement du Québec va participer à cet effort-là. Mais est-ce que c'est suffisant? La réponse, c'est non. On ne peut pas gérer l'habitation en fonction du 1er juillet. On ne peut pas gérer l'habitation en fonction du nombre d'itinérants qui en se disant, bien, il y a toujours plus de monde dans les rues. Parce que s'il y en a plus cette année, il va en avoir plus l'année prochaine. Puis des gens qui n'arriveront pas à se loger, des familles de la classe moyenne, les 2 parents travaillent au salaire minimum, ils n'arriveront pas à se loger. Donc, il y a plusieurs avenues qui sont possibles. Puis, je veux dire, moi, c'est sûr que, vous le savez, c'est un dossier que je porte avec beaucoup de passion parce qu'entre autres, je le dis, je suis la mairesse de Ville-Marie. Dans le sud-ouest aussi, la situation n'est pas facile. On l'a vu également dans Mercier-Chagall-Maisonneuve, sur le plateau Mont-Royal. Puis encore une fois, tout le monde va être accueillant, là. Tout le monde, personne ne veut qu'on pousse le monde plus loin, hein, qu'on les recule. On n'est pas comme ça à Montréal. À Montréal, là, on veut que tout le monde ait sa place, tant au centre-ville qu'il y en a des quartiers excentrés. Donc, les demandes qu'on fait, puis je tiens à les répéter ce matin, tout d'abord, c'est qu'il faut que le gouvernement du Québec augmente les subventions liées au programme de PSL. Aidez-moi. Programme de subvention loyer. Donc ça, il y a beaucoup d'organismes qui travaillent avec les personnes en situation d'itinérance qui le demandent. Bon, ça reste qu'il faut trouver un logement, mais au moins, ça l'aide des gens à sortir de la rue et d'avoir un toit au-dessus de leur tête parce qu'il y a une subvention salariale. Le gouvernement en a fait beaucoup par le passé, mais il en faut plus. Les besoins sont là et les organismes qui sont sur le terrain ont une capacité incroyable de résilience et de créativité pour loger le monde. Mais à un moment donné, quand le marché est trop cher, ça ne marche juste pas. Sinon, la Ville de Montréal, il y a encore des projets que nous, on est prêts à financer, qu'on n'a pas reçu le financement lors du dernier budget. Pour nous, c'est important. On est capable de les sortir de terre, ces projets-là, mais c'est du logement social qui est dans la mission du gouvernement du Québec. Je veux dire, on ne va pas revenir dans le temps où c'est le clergé qui s'occupait des personnes vulnérables, là. Tu sais, il faut s'occuper de notre monde, puis c'est tout le monde. Puis finalement, je pense que l'élément où je suis le plus décontenancée, c'est le fait que depuis 3 ans, le gouvernement n'a pas investi de nouvel argent. Je sais que pour les citoyens, ils disent, bien là, je comprends pas, là, on veut que les projets sortent, mais là, du nouvel argent, du vieil argent, c'est quoi cette affaire-là? Donc, il y a des unités qui sont en attente depuis longtemps et on demande au gouvernement de nous donner les sommes pour pouvoir les mettre, les finaliser. Puis pourquoi ils coûtent plus d'argent? Parce qu'à Montréal, les terrains, ça coûte cher. Parce qu'entre le moment où l'organisme communautaire a fait un projet, puis que finalement, il y a sa subvention 2 ans plus tard, bien, probablement que les coûts de la main-d'œuvre, puis l'inflation vient frapper directement. Il faut qu'ils refassent leur montage financier. C'est lourd. Donc là, c'est les projets en attente et la Ville de Montréal, en partenariat avec les organismes, parce que nous, on ne construit pas, mais les organismes le font, les GRT, les groupes techniques, GR, vous voyez, matin, de ressources techniques, merci, s'en occupent, c'est leur expertise. Mais quand il n'y a pas de nouvel argent qui est mis sur la table et qu'on nous dit, bien, commencez par dépenser celle qui est là, hein, même si malheureusement les coûts n'ont pas été majorés au coût réel de ce que ça coûte de construire, mais ça fait 3 ans
que les organismes communautaires, qui, on le sait, là, travaillent, ils grattent les fonds de tiroir, n'ont pas développé de nouveaux projets pour répondre à des personnes en situation d'itinérance, à des personnes aînées à faible revenu, à des programmes à de l'habitation pour les personnes autochtones ou pour les femmes en difficulté, ou même juste pour vraiment du social pour les 24 000 ménages qui sont sur la liste d'attente en ce moment. C'est difficile parce que même si demain matin, on disait « OK, on part », ça fait 3 ans que la machine, je parle des organismes, se disent « Bien, est-ce que ça vaut la peine, moi, que je mette autant de travail pour développer un projet si j'ai aucune garantie? » Puis quand ça fait 3 ans, ça n'a pas l'air d'une erreur de parcours ou d'un choix d'une année. Ça a l'air d'être une certaine, quelque chose qui s'incruste, là, ça ressemble à une directive et tout ça. Et c'est très, très difficile pour les organismes de développer du logement social. Je ne parle même pas de logement abordable, parce que là-dessus, bien, il y a certains programmes qui existent, puis la Ville de Montréal est en meilleure posture pour pouvoir aider également. Mais pour ce qui est du logement social, quand il est question des plus vulnérables, la société, puis encore une fois, oui, les personnes en situation d'itinérance, mais on n'en veut pas des personnes. Quand on voit des personnes aînées qui sont à faible revenu, qui sont dans les banques alimentaires, puis qui se retrouvent dans un refuge, là, hey, on est échoué quelque part, là. Ça ne marche pas, là. Fait que dans le fond, mon message est que la Ville de Montréal, avec nos pouvoirs, avec notre capacité financière, on est proactif. Je ne dis pas que tout est parfait, absolument pas. Vous savez, c'est pas mon style de dire c'est la faute tout à un ou à l'autre. On est capable de prendre une responsabilité et être toujours meilleur, absolument. Demain, j'ai hâte, on va vous présenter un projet où la Ville de Montréal a dit, bien, on n'attendra pas. On va mettre l'argent, on va innover en offrant du logement social dans un coin qui en a bien besoin. Aujourd'hui, il y avait un article sur le manoir La Fontaine. Là aussi, on a mis toute notre volonté et le financement. Mais je le répète encore, là, tout le monde à Montréal, autant tout l'écosystème économique, philanthropique, culturel, les gouvernements, le provincial, le fédéral, nous disent « Hey, Montréal, là, soyez dynamique, soyez fort au point de vue économique, soyez une ville ouverte, soyez une ville où il va y avoir du tourisme, soyez une ville belle, soyez une ville propre, soyez tout. » C'est correct, on le prend parce que c'est notre rôle, puis on en est fiers d'être la métropole du Québec. Mais il en demeure pas moins que les enjeux sociaux et socio-économiques liés à l'habitation, la santé mentale, la toxicomanie et l'itinérance, entre autres choses, ne peuvent pas relever seulement de la municipalité de Montréal. Tout comme d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, c'est pas juste à Montréal, là. Allez parler à la mairesse, allez jaser avec la mairesse de Gatineau de son problème de l'augmentation extrême des personnes vulnérables qui se retrouvent à la rue. Allez parler avec la mairesse de Val-d'Or, qui elle aussi se retrouve avec des problématiques liées à la cohabitation entre des personnes en situation d'itinérance, les personnes autochtones, puis la population qui, elle, veut, ne sait plus trop ce qui se passe, là, parce qu'il y a une augmentation de la pauvreté. Alors, moi, je pense que le rôle de Montréal, c'est d'être, proactif, réfléchir à l'extérieur de la boîte. Je remercie mes collègues, M. Doré, qui travaille sur le dossier de l'habitation depuis longtemps, mais vraiment l'ensemble de mes collègues, parce qu'on voit comment tout est interrelié. Puis, ce que je veux surtout, c'est interpeller les autres paliers de gouvernement, encore une fois, à collaborer avec nous et à faire des villes, des partenaires réels, parce qu'on les a, les solutions, on en a plein. Et on a un bon partenaire dans le gouvernement du Québec à plein de niveaux. Mais il faut que l'habitation devienne une priorité comme étant pas une dépense, mais un investissement. Parce que si on veut continuer à rayonner internationalement pour faire venir des étudiants, des investisseurs, des familles, des talents pour toutes nos énergies, tous nos secteurs de pointe où on veut que les gens aient des gros salaires, des bons salaires, bien, il faut le loger, ce monde-là. Il faut les loger aussi. Donc, s'occuper des plus vulnérables, absolument, qui est la mission de l'État québécois. On voyait également un article de M. Dubuc, et j'en profite de faire un petit aparté, qui disait qu'il y avait un ralentissement des chantiers depuis quelque temps. Et c'est important pour moi qu'on se mette dans une perspective plus globale, à savoir que la Banque du Canada a demandé, c'est une directive de ralentir l'économie en augmentant les taux d'intérêt.
C'est une réalité. Donc, s'il y en a qui voudraient dire, à Montréal, il y a moins de chantiers, il y a moins de chantiers partout au pays. C'est une directive de ralentir l'économie. Mais il y a une chose qu'on sait, que l'histoire nous a montré, puis dans l'histoire récente du Québec. Après, je vais prendre l'exemple là, tout récent, là, après 2001, quand on était dans un ralentissement économique, le gouvernement du Québec, de M. Landry avec Mme Marois, avait dit c'est le moment, étant donné que c'est au ralenti, là, il y a moins de pépines, il y a moins de... Bien, on part l'économie, on investit dans l'habitation et c'est là que s'est construit le plus de logements sociaux, entre autres. Une chance! Mais clairement, on n'en a plus assez. Alors moi, j'ai envie que notre gouvernement, le provincial, puis le fédéral aussi, là, qui a son mot à dire là-dedans, là, clairement, ce n'est pas juste le provincial. Mais nous, notre partenaire principal, c'est le provincial. Mais je suis prête à aller avec le provincial au fédéral s'il faut. Aucun problème. On va aller le demander. On va aller le demander parce que les autres villes du Canada sont dans la même situation. On veut s'occuper de notre monde le mieux possible, dans une perspective de solidarité, mais aussi d'un point de vue économique. Alors, je nous invite, j'ai envie qu'on ait une vision. J'invite le gouvernement du Québec à développer une mission avec les villes parce qu'on a envie, on a faim de contribuer à un projet de société qui serait celui de l'habitation pour les plus vulnérables, pour le monde dont on doit s'occuper, dont c'est une de nos marques de commerce, le Québec, d'être dans la solidarité. Je veux dire, c'est important, ça fait partie de notre ADN. Alors, on doit poursuivre ce mandat de garder ces valeurs-là. Puis en plus, ce qui est merveilleux, c'est quand on s'occupe des plus vulnérables, puis quand on le fait, les plus vulnérables, mais aussi ceux qui sont au milieu, là, tu sais, la classe moyenne là, qui en arrache. Il ne faut pas les oublier eux non plus. Là. Mais si on les aide, eux, puis on aide les plus vulnérables, c'est bon pour l'économie actuelle, mais aussi à long terme. Alors, voilà, c'était mon éditorial de ce matin, mais dans tous les cas, on va continuer à travailler avec nos partenaires, mais évidemment, on ne lâchera pas le morceau quand il est question d'habitation, parce que ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Merci beaucoup. Merci, Madame la mairesse, pour ces mots très inspirants ce matin. Voilà. Donc, sans plus tarder, on part avec notre ordre du jour. 10.001, adoption de l'ordre du jour. C'est adopté. 20.001, conclure une entente cadre avec Globocam Inc. pour l'acquisition de divers châssis de camions lourds pour une période de 2 ans avec une option de prolongation d'1 an. C'est adopté. En 20.002, exercer la deuxième option de prolongation pour la fourniture et la livraison sur demande de lunettes de sécurité de type prescription et autres services connexes dans le cadre du contrat accordé au Centre de facturation Groupe Regard Sécurité. C'est une dépense additionnelle estimée à 52 556,79 $. C'est adopté. En 20.003, exercer l'option de prolongation pour la location, l'entretien et la réparation de vêtements avec protection contre les chocs électriques avec la firme Québec Linge Co. C'est une dépense additionnelle de 454 132,85 $. C'est adopté. En 20.004, accorder un contrat de service technique à Aquatech, Société de gestion de l'eau, pour l'exploitation et l'entretien de l'usine de traitement des eaux souterraines du parc d'entreprise de la Pointe-Saint-Charles. La durée du contrat est de 36 mois avec un renouvellement pour 2 périodes de 12 mois chacune, une dépense totale d'1 235 878,37 $. C'est adopté. En 20.005, exercer une option de renouvellement de 12 mois et autoriser une dépense additionnelle de 563 087,76 $ pour la fourniture et la livraison sur demande de chaux utilisés dans les usines de production d'eau potable. Ça majore le montant total du contrat de 1 849 337 $ à 2 412 425,38 $. C'est adopté. En 20.006, autoriser une dépense additionnelle de 13 145,78 $ pour la fourniture du soutien technique et l'obtention des mises à jour de 8 licences logicielles permanentes dans le cadre du contrat accordé à Bentley Systems Inc. C'est adopté. En 20.007, exercer l'option de prolongation prévue au contrat et autoriser une dépense additionnelle de 3 025 918,03 $ pour des services de transport neige pour la saison hivernale 2023-2024 dans le cadre des contrats accordés à
Déneigement Cirbo Inc., Transport H-Cordeau Inc. et Transporteur en vrac Saint-Hyacinthe Inc. C'est adopté. En 20.008, accorder 5 contrats à GFL Environnemental Inc. pour des services de réception, tri, conditionnement et valorisation des résidus de construction, rénovation, démolition et d'encombrants valorisables pour l'agglomération de Montréal pour une période de 24 mois avec la possibilité d'une période de prolongation de 12 mois. C'est une dépense totale de 15 124 346,85. C'est adopté. En 20.009, accorder un contrat à la firme United Service de nettoyage pour la fourniture d'un service d'entretien ménager au pavillon multifonctionnel de l'Esplanade Tranquille pour la période du 15 août 2023 au 14 août 2026, avec 2 options de prolongation de 12 mois pour une dépense totale de 881 221,53 $. C'est adopté. En 20.010, exercer l'option de renouvellement prévue au contrat et autoriser une dépense additionnelle de 650 808,92 $ pour la location de divers équipements opérés et utilisés dans des lieux d'élimination de la neige. Ça se situe dans le cadre des contrats accordés à 9154-6937 Québec Inc., 9213-4675 Québec Inc. et les pavages d'Ancart. C'est adopté. En 20.011, accorder un contrat à Équipement GN Johnston Limité pour la fourniture de 3 véhicules électriques et de 3 wagons pour des services de balade au Jardin botanique, une dépense totale de 460 355 $ et 13 sous. C'est adopté. On va réunir 20.012 et 20.013 et dans les deux cas, il s'agit d'exercer l'option de première prolongation et d'autoriser des dépenses additionnelles pour la fourniture sur demande de pièces pour aqueduc, égouts et bornes d'incendie avec les firmes Saint-Germain Égouts, Aqueduc et Aqueduc Inc., Wolseley Canada Inc., Albert Viau et je crois que j'en avais une autre. Non, c'est ça, pour les deux. Voilà, donc 20.012, 20.013 adopté. En 20.014, exercer l'option de la seconde prolongation de 12 mois pour la réception, le tri et la valorisation du bois en provenance des territoires de l'agglomération de Montréal et de 6 écocentres et autoriser des dépenses additionnelles d'1 759 894,11 $ dans le cadre du contrat accordé à Multirecyclage SD. Et aussi à GFL Environnemental Inc. C'est adopté. En 20.015, exercer l'option de première prolongation de 6 mois jusqu'au 16 février 2024 et autoriser une dépense additionnelle de 3 200 000 $ taxes incluses pour le renouvellement de l'entente-cadre avec le Centre d'acquisition gouvernementale pour le regroupement d'achat de fournitures de micro-ordinateurs, de portables robustes, de moniteurs, de tablettes électroniques. Ça amène le montant total du contrat à 20 millions de dollars. C'est adopté. En 20.017, conclure une entente cadre avec CSE Incendie et Sécurité pour la fourniture d'émulsifiants de classe B pour une période de 2 ans avec une option de prolongation d'1 an. C'est adopté. En 20.018, exercer l'option de renouvellement pour la saison hivernale 2023-2024 et autoriser une dépense additionnelle de 675 312,79 $ pour des services de remorquage liés aux opérations de déneigement dans le cadre de 6 contrats accordés à diverses entreprises. C'est adopté. En 20.019, accorder un contrat aux équipements CM pour la fourniture d'un camion combiné écureur d'égout et d'un camion d'hydro-excavation vide-puisard pour une dépense totale d'1 930 128,44 $. C'est adopté. En 20.020, accorder 2 contrats à Urbex Construction Inc. pour la revégétalisation de sentiers informels et l'éradication de nerfs bruns dans le cadre du projet de mise en valeur du réseau formel des sentiers
du parc du Mont-Royal pour une dépense totale de 890 367,32 $. C'est adopté. En 20.021, conclure une entente de gré à gré avec le Centre d'acquisition gouvernementale afin d'adhérer au regroupement d'achat pour la fourniture de fonctionnalités complémentaires, incluant leur support et leur mise à jour pour le logiciel antivirus Trend Micro pour une durée de 17 mois. C'est un contrat d'un montant maximum de 910 935 $. C'est adopté. En 20.022, accorder un contrat à Bucaro Inc. pour les travaux de planage et revêtement des arrêts d'autobus dans les arrondissements d'Annecy, Quartier-Ville, de Montréal-Nord, de Villeray-Saint-Michel, Parc Extension, pour une dépense totale de 2 81 726 $61. C'est adopté. En 20.023, accorder un contrat aux glissières des biens pour des travaux de réparation de glissières de sécurité à divers endroits de la Ville de Montréal, une dépense totale de 601 518 $51. C'est adopté. En 20.024, accorder un contrat d'une durée de 24 à 36 mois à Lorrain Inc. pour la réalisation de travaux de feux de circulation et d'aménagement de pistes cyclables à divers endroits pour une dépense totale de 5 600 798 $33. C'est adopté. En 20.025, accorder un contrat à Sanexen Services environnementaux pour la réhabilitation d'une conduite d'eau de 350 mm sous le boulevard du métropolitain direction Est. C'est une dépense totale de 4 281 502 $22. C'est adopté. En 20.026, accorder un contrat à CMS Entrepreneurs Généraux pour des travaux d'égout de conduite d'eau secondaire et d'utilité publique dans la rue Meilleur, de la rue Saint-Alexandre à la rue de Bleury dans l'arrondissement de Ville-Marie. Une dépense de 3 166 767 $69. Autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses de 354 775 $ pour les travaux de Bell intégrés dans le projet de ville et qui sont remboursables par Bell en vertu de l'entente. C'est adopté. 20.027, accorder un contrat à la firme Construction Kingsborough Inc. pour la réfection du balcon du pavillon du lac aux Castors. Une dépense totale de 884 847 $60. C'est adopté. En 20.028, accorder 2 contrats pour la réalisation de divers travaux mineurs en architecture du paysage dans les parcs nature. Donc, c'est un contrat qui est accordé à 9190-8673 Québec Inc. pour une dépense totale de 2 558 681 $92. C'est adopté. En 20.029, autoriser une dépense additionnelle de 160 965 $, taxes incluses, pour compléter les travaux de remplacement de la dalle du garage et de réaménagement des espaces de la caserne 39, située au 2915 rue Mont-Sabré, dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Contrat accordé à Procova Inc., qui majore le montant total du contrat à 5 098 198 $46. C'est adopté. En 20.030, accorder un contrat aux entrepreneurs Bucaro pour des travaux de voirie, de base pour bornes de recharge électrique, de mise aux normes de feux de circulation et d'implantation du réseau express vélo dans l'avenue Vigée et dans la rue Saint-Antoine dans l'arrondissement de Ville-Marie. C'est adopté. En 20.031, accorder un contrat à Environnement Routier Énergie Inc. pour des travaux de voirie, d'éclairage, de feux de circulation, d'utilité publique pour la sécurisation des pistes cyclables dans la rue de la Commune, dans la rue Prince, dans l'arrondissement de Ville-Marie. C'est adopté. En 20.032, accorder un contrat aux entreprises Claude Chagnon pour des travaux d'égout, de conduite d'eau principale et secondaire, de voirie, d'éclairage, de feux de circulation dans les rues Montana et Boucher dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal pour une dépense totale de 15 378 170 $. C'est adopté.
En 20.033, accorder un contrat à l'entreprise de Rock Construction Inc. pour réaliser le projet de la mise aux normes et d'optimisation des installations sanitaires au bâtiment des ateliers de la station d'épuration des eaux usées J.R. Marcotte, une dépense d'1 442 944 et 62. C'est adopté. En 20.034, autoriser une dépense additionnelle de 58 582 et 86 pour des travaux de construction d'une conduite d'eau sous le boulevard Timmins, les avenues Martin, Jean Bourdon et le Mesurier entre les boulevards Henri Bourassa Ouest et Gouin Ouest. Contrat accordé à Pronex Excavation. C'est adopté. En 20.035, accorder un contrat à Procova Inc. pour la réalisation des travaux de transformation des espaces clos du Biodôme de Montréal, une dépense totale de 856 011 et 87. C'est adopté. En 20.036, accorder un contrat à XO Construction Inc. pour les travaux de rénovation de la maçonnerie et le remplacement des fenêtres du bâtiment du 3558 Saint-Patrick. C'est une dépense totale de 846 698 et 44. C'est adopté. En 20.037, accorder un contrat à Indico Inc. pour l'exécution de travaux préparatoires au nouveau parc riverain de la Chine dans l'arrondissement de la Chine, une dépense totale de 652 046 et 49. C'est adopté. En 20.038, accorder un contrat de gré à gré à Hydro-Québec pour la fourniture d'équipements et de services associés au raccordement de la nouvelle chambre annexe du site temporaire principal des centres d'appel 911, une dépense de 399 379 et 46. C'est adopté. En 20.039, accorder un contrat à ITI Inc. pour la réalisation de travaux de construction, d'insertion de liens télécom et câblage structuré intermédiaire dans le cadre du projet de mise aux normes et de restauration de l'Hôtel de Ville de Montréal pour une dépense de 121 180 $. C'est adopté. En 20.040, accorder un contrat à Construction Concept 2000 pour l'exécution des travaux de réaménagement en vue de l'intégration du libre-service dans la bibliothèque Marie-Huguet, dans l'arrondissement du Sud-Ouest. C'est une dépense totale de 1 646 221 $. C'est adopté. En 20.043, accorder un contrat de service professionnel en architecture et ingénierie à 2x4, Société en nom collectif, et Pajot Morel et associés pour la réalisation de travaux d'aménagement en vue de l'intégration du libre-service à la bibliothèque de l'Île Bizarre et à la bibliothèque Yves Ryan, une dépense totale de 495 760 $. En 20.0, c'est adopté. En 20.044, conclure 3 ententes cadres avec les firmes Environnement SR Incorporé, Groupe ABS Incorporé et Envira Environnement Incorporé pour des services professionnels pour l'élaboration du registre de caractérisation des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, des peintures contenant du plomb et estimation des coûts de démolition des garnissages pour une durée de 12 mois. C'est adopté. En 20.045, accorder un contrat de service professionnel à l'équipe formée par Affleck de la Riva Architecte, DWB Construction, EFL Expert Conseil pour des travaux de réfection du théâtre Outremont, situé dans l'arrondissement d'Outremont pour une période de 5 ans avec une option de prolongation de 12 mois. C'est une dépense totale d'1 055 994 $ et 79. C'est adopté. En 20.046, accorder un contrat de gré à gré à Atomic 3 pour la conception et l'installation d'interventions multimédia dans le cadre de l'édition 2023 de l'événement Jardin de lumière au Jardin botanique. Une dépense totale de 395 241 $ et 89. C'est adopté. En 20.047, accorder un contrat de service professionnel aux firmes Patriarche Architecture Inc., CBTech Inc. et EMS Structure Inc. pour la réfection générale du bain Saint-Michel. Une dépense totale d'1 434 624 $ et 88. C'est adopté.
En 20.048, conclure une entente cadre avec la firme Groupe Conseil CHG pour des services professionnels en vue de la réhabilitation des ouvrages de gestion de l'eau au Parc nature de la Pointe-aux-Prairies jusqu'à l'épuisement budgétaire ou à la fin du projet qui est prévu en 2030. Et c'est une dépense de 2 116 804,73 $. C'est adopté. En 20.049, conclure une entente cadre avec la firme Systematics Technologies de l'information pour la prestation de services en application Oracle Express pour une durée de 36 mois pour une somme maximale d'1 682 406 $. C'est adopté. En 20.050, exercer la première et la deuxième option de prolongation d'une durée de 12 mois chacune, soit jusqu'au 31 décembre 2025, et autoriser une dépense additionnelle de 2 071 240 $ pour l'entreposage de serveurs ainsi que des services professionnels pour la gestion, l'entretien et l'évolution du système imagétique de la Cour municipale. C'est un contrat accordé à Sogica Inc. Et approuver le projet d'addenda numéro 1 pour la majoration de la banque d'heures pour une somme maximale de 70 247 $. C'est adopté. En 20.051, approuver le projet d'acte de donation par lequel le Conseil des arts du Canada donne à la Ville de Montréal l'œuvre d'art public intitulée « Personnages » de l'artiste Louis Archambault. Je vais réunir de 20.052 à 20.055 pour approuver les ententes d'accord d'accès municipal entre la Ville de Montréal et différents fournisseurs, soit Vidéotron Limité, Bell Canada Limité, Rogers Communications et TELUS Communications, pour définir le cadre et les conditions générales d'accès au domaine public pour des interventions visant le déploiement et l'entretien de leur réseau sur l'ensemble du territoire de la Ville de Montréal. C'est adopté. En 20.056, on va approuver le projet d'entente de partenariat pour le déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques à intervenir entre Hydro-Québec et la Ville de Montréal pour une période de 5 ans. C'est adopté. En 20.057, approuver un avenant à la Convention d'aide financière conclue entre le ministère de la Culture et des Communications et la Ville de Montréal pour la réalisation de l'inventaire requis en vertu de l'article 120 de la Loi sur le patrimoine culturel afin d'ajouter aux dépenses admissibles les coûts de main-d'œuvre temporaire affectés exclusivement à la réalisation des dits inventaires. C'est adopté. En 20.058, conclure une entente cadre avec Goodfellow Inc. pour l'acquisition de bois sapin Douglas pour le mobilier urbain pour le service du matériel roulant des ateliers de la Ville de Montréal pour une période de 12 mois avec 2 options de prolongation de 12 mois chacune. C'est adopté. En 20.059, abroger la résolution CE 23-088 et approuver un projet de lettre d'engagement entre l'Office Québec Monde pour la jeunesse et la Ville de Montréal pour soutenir la participation d'artistes issus de la francophonie internationale à l'exposition Migration qui aura lieu du 3 juin 2023 au 30 juin 2024 à la Biosphère et autoriser le versement d'une somme de 12 000 $ à l'organisme à cette fin. En 20.066, approuver un projet de prolongation de convention de sous-location par lequel la Société des directeurs de musées de Montréal sous-loue à la Ville de Montréal pour un terme additionnel de 5 ans des espaces de réserve situés au 333 rue Peel d'une superficie de 16 903 pieds carrés pour des fins de conservation de collection muséale moyennant un loyer total d'1 404 532 $ 30 sous. C'est adopté. En 20.067, approuver le projet de modification de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Density Inc. pour une période additionnelle de 3 ans se terminant à compter du 1er octobre 2023 des locaux situés dans l'immeuble du 3680 rue Jeanne-Mance d'une superficie d'environ 497 pieds carrés
à des fins administratives pour un loyer total de 22 680 $. Ça représente une subvention d'environ 14 626 $. C'est adopté. En 20-069, autoriser le versement additionnel d'une subvention de 45 920 $ à l'Université de Montréal, conformément à l'article 8 du paragraphe 5 de l'entente intervenue entre les parties en octobre 2022, relative à un échange de terrain dans le cadre du projet 1000 Montréal. C'est adopté. En 20-070, autoriser la résiliation de la convention entre la Ville de Montréal et le Cégep du Vieux-Montréal. C'est adopté. En 20.071, accorder un soutien financier totalisant la somme d'1 092 600 à 88 organisations dans le cadre du programme d'accompagnement en loisirs de la Ville de Montréal. Madame Blanco. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Ce matin, je voulais prendre la parole pour vous parler un peu de ces dossiers, profitant surtout le fait qu'on se trouve à la veille de la Semaine québécoise des personnes handicapées. On la souligne à chaque année, la première semaine de juin, donc du 1er au 7 juin. Et il s'agit d'un programme que cette année, nous avons répatrié. On avait un partenaire qui faisait la gestion, Altergo. D'ailleurs, je tiens à les remercier pour toutes ces années de gestion de ces programmes pour des questions administratives et juridiques. On les répatrie à la Ville de Montréal et ils nous accompagnent sur cette transition. Et ce programme nous permet de soutenir 88 organismes à la hauteur d'un peu plus de $1 million. Et en fait, c'est un programme qui nous permet d'être toujours comme ville plus inclusive, plus accessible, parce qu'on vise à que les personnes avec des limitations fonctionnelles, que ce soit moteur, cognitif, visuel, auditif, puissent avoir des accompagnateurs ou des accompagnatrices pour avoir accès de la même façon que d'autres citoyennes pour des camps de jour pendant la période estivale, pour les camps de relâche ou les activités courantes. Donc, je tiens à remercier tous ces organismes, aux accompagnateurs et aux accompagnatrices, parce que ça fait en sorte que Montréal est toujours une ville plus accessible et plus inclusive. Et pour nous, c'est bien sûr une priorité. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Madame Blanco. Alors, c'est adopté en 20.072, accorder un soutien financier non récurrent de 208 799 $ à l'École des entrepreneurs du Québec pour le déploiement du projet pilote Soutiller pour assurer la croissance durable. C'est adopté en 20.073, accorder un soutien financier non récurrent de 930 000 $ pour une période allant de 2023 à 2024 à l'Office des congrès et du tourisme du Grand Montréal afin d'offrir une programmation d'événements d'affaires, de déployer un projet de murale au centre-ville et de mettre en œuvre un programme de promotion touristique, de réaliser des initiatives visant le développement d'un tourisme durable, inclusif et responsable et de déployer une stratégie d'accueil innovante. C'est adopté. En 20.074, accorder un soutien financier de 5 000 $ pour l'année 2023 à l'Association des intervenants en dépendance du Québec pour la tenue de la 36e rencontre québécoise de la réduction des méfaits. C'est adopté. En 20.075, accorder un soutien financier totalisant 80 000 $ ainsi qu'un soutien technique estimé à 50 000 $ à l'organisme MUTEC pour la tenue de la 24e édition de MUTEC qui aura lieu du 22 au 27 août 2023. C'est adopté. En 20.076, accorder un soutien financier de 25 000 $ à Centropole Roulant afin de réaliser le projet de gestion du potager de la Cité des Hospitalières pour la période estivale 2023 dans le cadre de l'entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiative sociale. C'est adopté. En 20.077, accorder un soutien financier de 165 000 $ pour les années 2023, 2024 et 2025, totalisant 495 000 ainsi qu'un soutien technique estimé à 100 000 $ à l'organisme Production Nuit d'Afrique pour les 37e, 38e et 39e éditions du Festival international Nuit d'Afrique. Madame Alnéus. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Très heureuse aujourd'hui que nous adoptions ce soutien
pour ce festival très important dans l'ADN culturel. Et vous verrez que nous adopterons aussi d'autres soutiens des festivals majeurs dans le cadre du programme des fonds festivals et événements majeurs. C'est une façon, cette année, en offrant un soutien triennal à des festivals majeurs, de dire que Montréal est présent pour les soutenir. On est très conscient qu'il y a des enjeux, mais pour nous, d'offrir ce soutien qui était demandé par le milieu, un soutien triennal, permet d'offrir aux événements de la prévisibilité. Donc, je suis très heureuse qu'aujourd'hui, on puisse adopter ça parce qu'on sait que dans le milieu culturel, nos festivals font partie de l'ADN de notre ville. C'est une opportunité de rayonnement international, mais c'est aussi, pour les citoyens, un des meilleurs moyens de s'approprier sa ville. Donc, j'invite les citoyens et citoyennes à consulter les différentes programmations. Il y a des choses pour vous, il y en a pour tout le monde, puis on vous invite en grand nombre de profiter de votre ville. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Mme Ananius. Alors, c'est adopté et comme vous l'avez dit, on va réunir de 20,078 à 20,80 pour accorder un soutien financier triennal à divers organismes. Le premier, c'est 975 000 $ de subventions, ainsi qu'un soutien technique de 980 000 pour les Francopholies de Montréal, un soutien d'1 800 000 ainsi qu'un soutien technique d'1 million par année à l'organisme Festival international de jazz de Montréal et un soutien financier triennal de 10 000 $ au festival. Est-ce que c'est ça? Non, pas triennal, pardon. Il n'est pas triennal, pardon. Alors ça, c'était les deux premiers. Donc, on adopte de 2077 à 2079 et 2080 accorder un soutien financier totalisant 180 000 ainsi qu'un soutien technique de 10 000 à l'organisme Festival du Nouveau Cinéma pour la tenue de la 52e édition de ce festival. C'est adopté. En 20.081, accorder un soutien total de 845 533 $ à Triathlon international de Montréal, soit un soutien de 430 000 dans le cadre du budget du service des grands parcs du Mont-Royal des sports et un soutien en biens et services d'une valeur maximale de 415 533 $ pour la tenue de l'événement Série mondiale de triathlon Montréal, qui aura lieu du 23 au 25 juin 2023. C'est adopté. En 20.082, accorder un soutien financier totalisant 600 000 $ ainsi qu'un soutien technique estimé à 690 000 $ au Festival Juste pour rire pour la tenue de la 41e édition qui aura lieu du 14 au 29 juillet 2023. C'est adopté. En 20.084, accorder un soutien financier additionnel totalisant la somme d'1 016 899 $ à 18 organismes, ainsi que la prolongation de 20 projets dans le cadre de l'entente administrative sur la gestion des fonds québécois d'initiative sociale, Alliance pour la solidarité. C'est adopté. En 20.085, résilier la convention de contribution financière entre la compagnie de théâtre Le Carrousel et la Ville de Montréal pour la réalisation du projet d'immobilisation du Cube dans le cadre de l'entente sur le développement culturel de Montréal et autoriser le remboursement d'un montant de 786 701 $ non dépensés par la compagnie de théâtre. C'est adopté. En 30.001, adopter la partie de l'inventaire des immeubles patrimoniaux de l'agglomération de Montréal visant le territoire de Hampstead, conformément à l'article 120 de la Loi sur le patrimoine culturel. C'est adopté. En 30.002, autoriser la directrice du service de l'habitation à signer la convention de modification à l'entente bilatérale intervenue entre la Ville de Montréal et la Société canadienne d'hypothèques et de logement pour la première phase de l'initiative pour la création rapide de logements volet Grande Ville le 31 décembre 2020 et ratifié par le Conseil d'agglomération conformément à la résolution CG 21-0045. C'est adopté. En 30.003, autoriser la Société du Parc Jean-Drapeau à octroyer un contrat de service de construction à l'entreprise Pavage Métropolitain Inc. dans le cadre des travaux de resurfaçage du circuit Gilles Villeneuve 2023 et autoriser une dépense totale de
16 809 904,77 $. C'est adopté. En 30.004, adopter une résolution approuvant la prolongation des heures d'admission dans les établissements commerciaux lors d'événements spéciaux, dont les promotions commerciales de la saison estivale 2023. C'est adopté. En 30.005, autoriser le dépôt de 2 demandes de subvention adressées au ministère des Transports et de la Mobilité durable dans le cadre du programme d'aide aux infrastructures de transport actif et d'une demande de subvention dans le cadre du programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains. Et autoriser M. Louis-Henri Bourque à signer tout document ou entente à cet effet avec le MTMD. C'est adopté. En 30.007, accepter l'offre de l'arrondissement Villeray-Saint-Michel Parc Extension en vertu du 2e alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal de prendre en charge la gestion et la réalisation des travaux de décontamination et de démolition de la piscine Georges Verneau, située dans le parc Georges Verneau, dans cet arrondissement. C'est adopté. En 30.008, autoriser la Société d'habitation et de développement de Montréal à prolonger le bail amphithéotique conclu avec la Coopérative d'habitation Guatemala jusqu'au 5 décembre 2063. C'est des immeubles qui sont situés dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. C'est adopté. En 30.009, approuver le renouvellement de l'adhésion de la Ville de Montréal au World Cities Culture Forum pour la période se terminant en mars 2024 pour un montant de 13 788,22 $. C'est adopté. En 30.010, ratifier la dépense de 9 533 $ relative au déplacement de Mme Valérie Plante, mairesse de Montréal, du 21 au 30 avril à Londres, Vienne et Paris dans le cadre d'une mission européenne sur les thématiques de la transition écologique, de l'habitation et de la francophonie. C'est adopté. En 30.011, autoriser la dépense estimée à 2 204,37 $ relative au déplacement de M. Robert Baudry, membre du comité exécutif, du 8 au 15 juin 2023 à Bruxelles dans le cadre du sommet urbain de Bruxelles et du 14e Congrès mondial de Métropolis. C'est adopté. En 30.012, autoriser le report au 1er novembre 2023 ou au 30 mars 2024 selon la catégorie d'immeubles de l'échéance accordée à l'évaluateur pour répondre aux demandes de révision déposées à l'encontre des rôles triennaux 2023 à 2025. C'est adopté. En 30.013, procéder à la nomination de Nicolas Demers-Stoddard, architecte, à titre de membre du comité Jacques Vigée, à compter du 1er août 2023 pour un premier mandat de 3 ans. C'est adopté. En 30.015, approuver les nominations à titre de membre du conseil d'administration du Conseil des arts de Montréal de Julie Marino, de Marilyn Thomas et de Roxane Sayeg, de Mathieu Bouchard. Les 3 premiers sont des membres du conseil et Mathieu Bouchard à la première vice-présidence et un renouvellement de mandat pour 3 ans de Yves-Alexandre Comeau. C'est adopté. En 30.016, nommer Mme Émilie Gagnon, chef de section à titre de membre du conseil d'administration de l'Agence municipale de financement et de développement des centres d'urgence 911 du Québec. C'est adopté. En 30.017, autoriser la ratification de l'avenant numéro 1 augmentant le montant initial de la subvention accordée dans le cadre de l'entente tripartite conclue le 29 mars 2022 avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, la Société d'habitation du Québec et la Ville de Montréal relativement au financement de projets d'habitation dans le cadre des programmes Accès Logis Québec et Accès Logis Montréal, en application de l'entente relative au transfert des budgets et de la responsabilité en habitation émanant de l'entente Réflexe Montréal. Ceci permet le transfert de 79 590 656 $ pour un total de 109 590 656 destinés à des projets d'habitation dans le cadre des programmes Accès Logis Québec et Accès Logis Montréal. Autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses équivalent à la contribution financière attendue et déléguer à la
directrice du service de l'habitation le pouvoir spécifique de distribuer la contribution reçue pour verser des subventions. Voilà, c'est adopté. En 30.018, approuver la convention d'aide financière de 100 000 avec le ministère de la Culture et des Communications qui vise le soutien à la réalisation du projet ARU, l'art public pour une déstigmatisation de l'itinérance, et autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses de 100 000 $ au service de la culture. C'est adopté. En 30.020, autoriser l'affectation du surplus du service de la gestion et de la planification des immeubles pour financer le projet de déconstruction des restes du bâtiment excédentaire situé au 10 905 rue Berry et la réhabilitation du site pour une somme de 196 813,37 $. C'est adopté. En 30.021, autoriser la dépense estimée à 8 412 $ relative au déplacement de Mme Sophie Moserol, membre du comité exécutif responsable du transport et de la mobilité, pour participer du 2 au 11 juin 2023 au UITP Global Public Transport Summit à Barcelone et du EcoCity World Summit à Londres. C'est adopté. En 40.002, édicter une ordonnance pour l'entrée en vigueur du règlement déterminant les dispositifs permettant l'accès à l'immeuble de la cour municipale sans être assujetti au contrôle de sécurité. C'est adopté. En 40.003, adopter le règlement RCG 10-011-1 modifiant le règlement RCG 10-011 sur les frais liés à la saisie d'un véhicule automobile en vertu de l'article 332.3 du Code de procédure pénale. C'est adopté. En 40.004, adopter le règlement modifiant le plan d'urbanisme de Montréal relativement aux immeubles Le Nord-de-Lec. C'est adopté. En 40.005, adopter le règlement autorisant la démolition, l'occupation, la transformation et la construction de bâtiments sur les immeubles bordés par les rues Saint-Patrick, de Montmorency, Richardson, Scherers, sur les lots du Nord-de-Lec. C'est adopté. En 40.006, adopté en vertu du paragraphe 4 de l'article 89 de la Charte de Montréal, un règlement autorisant la construction et l'occupation d'un bâtiment pour des personnes ayant besoin d'aide, de protection, de soins ou d'hébergement sur les lots 1, 381, 212 et 6, 294, 730 du Cadastre du Québec. C'est adopté. En 40.007, adopter le règlement modifiant le règlement sur la subvention à la modification du raccordement du service électrique de certains bâtiments afin d'ajouter les secteurs des projets d'enfouissement du boulevard Gouin-Ouest et des rues Saint-Urbain et Saint-Zotique-Ouest. C'est adopté. En 40.008, adopter le règlement modifiant le règlement d'agglomération sur la subvention à la modification du raccordement du service électrique de certains bâtiments pour les secteurs des rues Saint-Urbain et Saint-Zotique-Ouest. C'est adopté. En 40.009, adopter le règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord de la 14e avenue entre la rue René-Lévesque et la rue de la Gauchetière dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires riverains. C'est adopté. En 40.010, adopter le règlement modifiant le règlement sur les subventions relatives à l'acquisition d'immeubles par des entreprises d'économie sociale et à la construction et à la rénovation de bâtiments affectés à des activités économiques à finalité sociale et autoriser l'utilisation du budget de fonctionnement à hauteur de 3 millions afin de bonifier l'enveloppe du programme pour l'exercice financier 2023. C'est adopté. En 40.011, adopter le règlement modifiant le règlement intérieur du Conseil sur la délégation de pouvoir au comité exécutif afin de déléguer à ce dernier le pouvoir d'agir au nom de la Ville aux fins de toute convention de gestion intervenue entre la Ville de Montréal et la Société d'habitation et de développement de Montréal pour la prise en charge d'immeubles acquis à des fins d'habitation. C'est adopté. En 40.012, adopter le règlement intérieur du Conseil d'administration sur la délégation de pouvoir du Conseil d'agglo
au comité exécutif en matière de logement social afin de déléguer à ce dernier le pouvoir d'agir au nom de la Ville aux fins de toute convention de gestion intervenue entre la Ville de Montréal et la Société d'habitation et de développement de Montréal pour la prise en charge d'immeubles acquis à des fins de logements sociaux et communautaires. C'est adopté. En 40.013, adopter le règlement autorisant un emprunt de 9 millions afin de financer l'acquisition et la restauration d'œuvres d'art public accessoires à des projets d'immobilisation relevant de la compétence du corporatif. C'est adopté. En 40.014, adopter le règlement autorisant un emprunt de 4 millions afin de financer l'acquisition et la restauration d'œuvres d'art public accessoires à des projets d'immobilisation relevant cette fois de la compétence d'agglomération. C'est adopté. En 40.015, adopter le règlement autorisant un emprunt de 18 740 000 afin de financer l'acquisition de biens et d'équipements actifs permettant une optimisation et une expansion du système de vélo en libre-service Bixi. C'est adopté. En 40.016, adopter le règlement autorisant un emprunt de 135 millions afin de financer les projets d'immobilisation municipaux réalisés dans le cadre du budget participatif de Montréal. C'est adopté. En 40.017, approuver la conformité au schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal du règlement 100-2023 de la Ville de Montréal-Est. Et c'est adopté. En 60.001, déposer le bilan annuel du réseau de suivi du milieu aquatique. C'est adopté. En 60.002, prendre acte du rapport des décisions déléguées rendues par un fonctionnaire de niveau A du service de la stratégie immobilière. C'est adopté. En 60.003, déposer au comité exécutif le bilan 2022 des mandats confiés par la Ville de Montréal à l'Agence de mobilité durable, et c'est déposé. Donc, ceci met fin à notre ordre du jour pour cette séance, je dirais notre marathon d'ordre du jour pour cette séance du mercredi 31 mai. Et j'invite tout le monde à nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle séance du comité exécutif. Bonne semaine tout le monde.